Madame, bonjour. Merci de participer à cette conférence avec trois personnages, je dirais, de qualité, avec des profils différents. Nous avons en haut à gauche, bien sûr, Philippe Guillaume. Au niveau de ses œuvres, je vais citer Dantès, je vais citer Le Banquet du Rage, je vais citer La Banque. Éric Giacometti, qui est, je reprends son propos, un nouveau venu, mais il a quand même un lourd passé, puisqu'on retrouve Marcas, on retrouve Largo Winch et on le retrouve bien d'autres bandes dessinées. François Bouc, lui, alors, multiples étiquettes, comme ses confrères, puisqu'ils sont passés du journalisme à la bande dessinée. François, c'est la même chose. Participation à Charlie Hebdo, les caricatures, je dirais, ou les retransmissions de grands procès, et bien sûr, toute une production au niveau de la bande dessinée, allant du Janitor, de Bouncer, Face de Lune, etc., etc. Et nous sommes donc tous les quatre, heureux de vous rencontrer, de façon à essayer d'échanger sur la bande dessinée. Alors, un titre, bande dessinée, 3 points d'interrogation. Pourquoi? Parce que cette bande dessinée, et le dessin en termes d'expression, en termes de transmission, existe depuis très longtemps, puisque il suffit de remonter à l'homme des cavernes, c'était la première façon d'exprimer ou de retransmettre un message, une histoire ou ce que l'on veut. Alors, la bande dessinée, et après, je vais bien sûr laisser tout de suite la parole à nos intervenants. Elle peut être ludique, elle peut être biopique, elle peut être l'épopée, elle peut avoir beaucoup de significations. Et au fil du temps, cette bande dessinée a considérablement changé. Nous avions commencé à en parler pour passer de Tintin, Spirou, Fantasio, Achille Talon, Le Grand Vizir, pour arriver maintenant à des œuvres quand même totalement différentes, qui sont aussi beaucoup plus prenantes et recherchant aussi une retransmission de l'histoire, puisque on retrouve les Templiers, on retrouve les épopées, je vais dire financières, on retrouve des thrillers, on retrouve de tout, et maintenant on ouvre même à la franc-maçonnerie. Donc, je vous propose de vous donner la parole. Quel est le premier qui se jette à l'eau? Le dernier arrivé, François? Bon, d'accord, je veux bien. Un volontaire désigné? Le problème, c'est que c'est assez vaste de parler de la bande dessinée. La bande dessinée, Oui. c'est comme, on va partir de son nom. En fait, c'est du dessin narratif. Et donc, c'est d'abord du dessin. Et le dessin comme langage. C'est-à-dire que la bande dessinée telle que je la vois aujourd'hui, je la vois comme étant une sorte de principe du langage. Un langage visuel. Un dessinateur de bande dessinée, c'est quelqu'un qui va inventer un langage de bout en bout. Quand on parle, comme on le fait maintenant, ou quand on écrit, on a un langage qu'on a appris à l'école. On a appris un certain nombre de mots, du vocabulaire, une manière de mettre les mots les uns à côté des autres, etc. La bande dessinée, il faut imaginer que d'abord c'est une page blanche et que sur cette page blanche, on va commencer à montrer l'expérimentation formelle qu'on a de la réalité. C'est-à-dire que le dessinateur étudie la réalité et se constitue un vocabulaire de forme, un vocabulaire qui va mettre en place ensuite avec une syntaxe qui lui sera personnelle et qui va faire en sorte que tout ça, ça soit tendu vers un public qui ne connaît pas cette manière d'interpréter le monde. C'est-à-dire que le dessinateur, lui, il voit un arbre, il se dit, tiens, comment je vais l'interpréter, cet arbre? Quel type d'arbre c'est? Comment je vais travailler sa feuille? Comment je vais travailler son tronc, les embranchements? Tout ça, c'est quelque chose qu'il va devoir intégrer. Et il va l'intégrer de la même manière qu'on a intégré tout le vocabulaire dont on dispose quand on discute ensemble ou quand on écrit. Sauf que ce vocabulaire, lui, est personnel. C'est un vocabulaire qui est personnel et qui va devoir réveiller chez celui qui va le lire, il va devoir réveiller une expérience qui est la sienne. Et donc, c'est cette espèce de langage qui est spécifique à chaque dessinateur, hein, comme si on inventait un vocabulaire, une syntaxe et une grammaire pour chaque individu. Chaque individu, il faut imaginer que autant de dessinateurs de bande dessinée ont chacun un langage spécifique
Si on prend Gaston Lagaffe, c'est un langage visuel spécifique. Si on prend Blueberry, c'est un autre langage spécifique. Et pourtant, ils sont tous tendus vers le lecteur et reconnus par le lecteur. Le lecteur arrive à comprendre non seulement le langage, mais le déroulé du langage, c'est-à-dire comment on va passer d'une case à une autre, qui parle, qui va représenter quoi, dans quel décor il est, etc. Et donc réveiller chez le lecteur quelque chose qu'il n'a pas réellement expérimenté de manière consciente, comme le dessinateur peut le faire. Il va retrouver en fait des choses qu'il connaît de la vie courante, sans même savoir qu'il les connaît. Et donc, pour moi, la bande dessinée, c'est vraiment un langage extrêmement sophistiqué, beaucoup plus sophistiqué que ce qu'on peut dire quand on parle parce que la plupart du temps, on a parlé de la bande dessinée comme étant un sous-langage, comme étant une sous-littérature. Pendant très longtemps, on a parlé de… En fait, ceux qui parlent comme ça de la bande dessinée, c'est des gens qui ne connaissent pas ce médium et qui ne connaissent pas l'origine, qui est l'origine graphique. Je le dis assez souvent, mais on ne pourrait pas écrire si on n'avait pas commencé par dessiner. Parce qu'une lettre, c'est un dessin. Et c'est un dessin qu'on a accepté comme étant conceptualisé pour tout le monde, avec la même signification pour tout le monde. Et donc là, on sait qu'on a les mêmes formes pour tout le monde pour exprimer telle ou telle chose, alors que le dessin, lui, est un mode de principe d'origine. Et en même temps aussi, parce qu'il est dessin, il est aussi une connexion directe avec le lecteur. Parce que le lecteur a commencé par dessiner avant même d'écrire. Et donc, il a une relation au dessin et qui est, même si elle est minime, elle existe comme un terme de principe à sa possibilité de langage. Voilà ce que je peux dire comme ça. Pour commencer, je ne sais pas si j'ai bien fait de commencer. Oui, mais c'est très bien. Moi, je voudrais aussi apporter un point, c'est que le lecteur a changé. Autant initialement, le lecteur, on le disait, un enfant. La bande dessinée, d'une façon générale, avait l'image, je ne dis pas que c'était automatiquement la réalité, avait l'image de s'intéresser qu'aux enfants. Maintenant, on parle de bande dessinée qui s'adresse à tout public, puisque les supports ont considérablement changé. Au niveau du principe, puisque si on prend d'abord le sujet a changé, ensuite les auteurs ont changé, puisque si on prend le parcours de chacun, François, tu as ton parcours à toi, comme je le disais, le journalisme, le dessin, la bande dessinée, un certain nombre de rubriques. Éric Giacometti, c'était aussi le journalisme, puisque c'est la participation dans des journaux, c'est la participation aussi en tant qu'écrivain et auteur. Philippe, la même chose, un parcours de journaliste au niveau de l'ensemble, et ensuite un passage côté bande dessinée. Donc là, je vous laisse réagir aussi un petit peu au propos de François. Philippe, vas-y. Oui, ben, je pense il faut dire qu'il y a deux choses principales à dire quand même. Il y a l'auteur complet, ce qui est le cas de François, qui est à la fois qui est d'abord dessinateur et qui ensuite raconte ses histoires en les dessinant et en étant l'auteur complet. Et puis il y a des gens comme moi ou comme Eric qui sommes des scénaristes qui ne prétendons pas dessiner. Moi, je dessine très très mal. C'est mon drame. Je ne serais pas capable de faire un album tout seul. Donc, qui avons besoin, qui utilisons ce médium, mais qui avons besoin d'avoir recours à des dessinateurs qui vont mettre en image le récit qu'on a envie de transposer. Donc moi, je suis un cas particulier parce que je suis venu à la bande dessinée un peu sur le tard parce que j'ai fait 40 ans de journalisme avant. Voilà, mais j'ai toujours apprécié la bande dessinée et pour moi, c'est une manière aujourd'hui de raconter je dirais une actualité, qui peut être récente ou plus ancienne, mais en tout cas une actualité d'une manière différente que j'ai pu le faire dans mon métier de journaliste.
c'est vrai que pour créer une bande dessinée, mais il n'y a pas que trois entités, hein. Il y a l'auteur, il y a le scénariste, il y a le dessinateur, il y a le coloriste. Bon, comme tu venais de l'évoquer, François, lui, a cette étiquette de l'ensemble. Bon, toi, tu en parles en tant que scénariste. Eric, c'est exactement la même chose. C'est un scénariste, mais c'est un travail d'équipe, mais vous avez chacun votre patte et votre signature, puisque quand on regarde vos différents ouvrages, c'est quand même des ouvrages où vous y avez mis beaucoup de votre personne. Je ne sais pas ce que tu en penses, Eric. Alors moi, je vais peut-être, j'ai une vision un peu différente. J'ai travaillé avec deux types de dessinateurs. Donc, moi, mon expérience est plus réduite hein, que Philippe et François, naturellement. J'ai travaillé avec des dessinateurs qui ont adapté des scénarios qu'on leur a fournis. C'est l'adaptation de nos romans. C'est un travail, en gros, on fournit les planches, il les dessine, il met son imaginaire, mais ça va s'arrêter là. Et après, avec l'Argo Winch, je travaille avec Philippe Franck, où là, ça n'a rien à voir. Ce serait un peu comme le scénariste et le metteur en scène. Imaginez, je ne sais pas, Visconti ou Hitchcock, ouais, ils ont le scénario, ils se l'approprient, et ensuite, ils en font ce qu'ils veulent. Et c'est deux travaux radicalement différents. Pourquoi? Parce que si je prends l'Argo Winch, Philippe Franck, il est dans son univers. Il possède cet univers, moi je ne l'ai pas, et je n'ai pas ses compétences. Tout ce que je fais, moi, c'est de lui donner, on va dire, un substrat, et il se l'approprie. Et moi, de plus en plus, je préfère ça, parce que ça permet, à partir d'un matériau brut, puisqu'on est dans un espace maçonnique, il va en faire une pierre taillée, mais moi-même, je ne vais même pas m'y attendre. C'est-à-dire ce que je vais voir en dessin n'aura peut-être rien à voir avec ce que moi, je vais imaginer. Il y a une alchimie. On va passer successivement des phases de l'œuvre alchimique, et c'est ça que je trouve très intéressant, parce que c'est plus du tout un travail en équipe, en fait. Un travail en équipe, vous êtes en collaboration, vous intervenez comme ça. À partir du moment où vous envoyez le scénario, je vois avec Philippe par exemple, il va se l'approprier, il va en faire en gros ce qu'il veut, mais je sais que ce qu'il va faire sera supérieur à ce que moi j'aurais imaginé. Et ça, c'est pas du travail d'équipe, c'est autre chose. En tout cas, Donc, c'est pour un le scénariste comme dessinateur qui est moi, le maître je trouve ça d'œuvre de très, l'opération. très intéressant. Ouais, c'est tout à fait. C'est le dessinateur qui est le maître d'œuvre de l'opération, si je reprends ton propos. C'est Plus que lui qui ça, choisit c'est son plus qu'un maître scénariste et d'œuvre. la façon de le traiter. C'est plus qu'un maître d'œuvre. C'est que un maître d'œuvre, ça veut dire qu'on exécute quelque part. Là, le dessin, je ne sais pas ce qu'en pense François, mais tout d'un coup, c'est autre chose, c'est plus le même cerveau. Et c'est ça où ça devient fascinant. Je m'arrête là. J'ai dit. Oui, exactement. C'est un peu ce que je voulais dire en préambule dans ce que j'ai essayé d'exprimer tout à l'heure. C'est-à-dire que le dessinateur, c'est celui qui va mettre en langage. C'est lui qui va qui va prendre le scénario et le raconter comme un conteur prendrait n'importe quelle histoire et avec sa manière de raconter, avec la réception du public, il va réadapter son histoire. Bien sûr que nous, quand nous dessinons, nous sommes dans un atelier seul, mais il y a une espèce de projection du public. C'est ça aussi qui est passionnant avec la bande dessinée, c'est d'imaginer comment va recevoir l'image et la narration celui qui va la lire. Et des fois, on s'amuse avec un lecteur hypothétique en disant, tiens, je vais l'amener là, et là, il va croire que c'est ça qui va se passer, mais en fait, je vais l'emmener là après. Et donc, c'est une espèce de jeu de l'esprit et de jeu avec l'esprit du lecteur qui est passionnant parce que dans le creuset de l'atelier, on met ensemble une espèce de relation hypothétique avec un lecteur en s'amusant de son esprit. Hein, j'ai tendance la plupart du temps à parler comme ça, même si le terme est peut sembler équivoque, il ne l'est pas pour moi, mais peut sembler équivoque, mais mon boulot de dessinateur et de narrateur surtout, c'est un boulot d'embouteur. C'est-à-dire que je dois prendre l'esprit du lecteur à la première case et le balader pendant toute l'histoire et le relâcher à la fin. Ça aussi, c'est important. Il faut relâcher l'esprit du lecteur à la fin. Parce qu'il y a une certaine morale à avoir aussi quand on raconte une histoire. C'est-à-dire que je déteste, par exemple, les fins ouvertes. Hein, où on dit, le lecteur va se faire son idée lui-même de la fin.
Ça, c'est une espèce de dérobade du narrateur. À ce moment-là, le narrateur, il dit, oh, bah, démerde-toi avec ce que je t'ai mis dans l'esprit. Et ça, c'est pas sain. C'est pas sain. Il faut qu'à la fin de l'histoire, le lecteur puisse reprendre son esprit et sa vie. Il a eu une espèce de parenthèse totalement imaginaire pendant la lecture. Et ensuite, on lui dit maintenant, ça y est, c'est fini, tu reprends ta vie. Même s'il peut y avoir des choses qui l'ont impressionné durant la lecture, mais il va reprendre sa vie, il est libre. Et donc, cette espèce d'effet dans Mouvement, je me souviens avoir discuté avec, je ne sais plus qui d'ailleurs, je sais plus, et on se disait, mais au fond, une bande dessinée, c'est une histoire sans fin. En fait, c'est un dessin sans fin. C'est un dessin qui commence avec le premier trait, la première case, en haut à gauche, et qui va se terminer avec le dernier trait. Ce n'est pas des cases les unes à côté des autres. C'est une espèce de fil tendu, narratif, qui va amener l'esprit, s'il veut bien s'inquiller là-dedans, il va amener l'esprit à suivre ce parcours comme on suivrait par l'oreille une symphonie. Et ça, c'est quelque chose qui m'importe. Et d'ailleurs, dans le travail, je suis peut-être un peu long, mais j'arrête là. Non, il n'y a pas de problème. Dans le travail, ce qui est incroyable, c'est que quand on commence une histoire, enfin en tout cas, moi, quand je commence une histoire, et je suis dedans tout le temps, comme si elle était en permanence dans le courant de ma vie, y compris avec des influences qui vont perturber la narration, qui vont faire que je vais avoir des nouvelles informations qui vont m'arriver dans la vie courante et qui vont être en coordination avec les éléments que je suis en train de traiter dans l'histoire. Et je change d'histoire en fonction de tout ça, mais tout en gardant constamment ce fil. Il y a une espèce d'homogénéité entre l'histoire qui est en train de se faire et tout le reste de la vie. En fait, c'est une seule et même chose. Il n'y a pas le boulot d'un côté et puis la vie de l'autre. Les deux sont mélangés. Voilà. Mais à vous écouter, est-ce que c'est le dessinateur qui cherche un scénariste pour appuyer l'idée qu'il a, ou c'est le scénariste qui propose à un dessinateur un sujet? Alors, sujet qui peut bien sûr être d'actualité, qui peut être aussi aventureux, je veux dire, ou raconter une histoire ou autre. Tout dépend le personnage que l'on veut avoir. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est comment se passe votre échange? Parce que vous allez avoir, je suppose, des échanges, parce qu'un scénario, comme le disait Eric à l'instant et Philippe le disait avant, bon, il est écrit, on le transmet au dessinateur qui va en prendre tout ou partie, qui va le traiter. Vous échangez, vous pratiquez comment? Ça dépend, ça dépend. Pour mon cas personnel, ça dépend avec les dessinateurs avec lesquels j'ai travaillé, hein. Chaque dessinateur a sa méthode de travail et donc j'ai travaillé avec plusieurs. Donc les échanges peuvent être on peut donner le scénario et puis le dessinateur l'interprète. Et moi, je leur laisse enfin, avec Pierre Boisserie, avec qui nous travaillons de concert sur les scénarios, on aime bien les dessinateurs qui ont le plus de liberté possible. On n'aime pas les contraindre, hein, donc ils apportent leur patte évidemment à notre œuvre commune. Mais après, ça dépend des différents dessinateurs. Avec certains, les échanges peuvent être très réguliers, avec d'autres moins, parce qu'ils éprouvent moins le besoin d'avoir des explications. Voilà, mais c'est très. Je dirais que l'expérience est très différente après le travail avec chaque dessinateur. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement de découvrir une méthode de travail presque différente à chaque fois. D'accord. Et peut-on aborder tous les sujets en bande dessinée? Alors, attends, juste pour finir, Oui. juste pour finir sur la collaboration, honnêtement, c'est aussi une histoire d'ego quand on creuse un peu. Parce que, voilà, entre le dessinateur et le scénariste, à un moment donné, il faut soit
le scénariste, et on les connaît, hein, enfin, dans ce métier, je le découvre, mais je vois bien certains dessinateurs, certains scénaristes, des scénaristes avec beaucoup d'ego qui ne veulent pas qu'on change une virgule, ni au dialogue, ou qui changent un cadrage, ou ce genre de choses. Bon. Ce qui est bien, c'est qu'ils t'expliquent ça quand ils ont bu un coup de trop. Hein. Généralement, on n'en parle pas dans les conférences comme ça. C'est vrai. Et on est d'accord. Bon, après, il y a ceux qui ont une vision, et ça dépend aussi de savoir s'ils sont du niveau de vente. Ça joue aussi, on le sait. Donc, il y a des scénaristes qui arrivent, ils ont un certain nombre de ventes, et ils arrivent un peu en position, ils peuvent arriver en position de force. À l'inverse, il y a des dessinateurs qui ont du poids. Mais tout ça, on s'en fout, en fait. C'est pas compliqué. Soit il y a une alchimie entre les deux, soit il n'y en a pas. Quels que soient les niveaux de vente, quoi que ce soit. Et c'est ça le plus dur à trouver. L'alchimie entre les deux. C'est pas évident. Hein. Non, c'est compliqué. C'est compliqué. Ça se décrète pas. C'est pas un éditeur va dire ah tiens je vais associer un tel et un tel. Non, c'est pas ça. Il faut qu'il y ait une rencontre. Il faut qu'il y ait le thème commun. Il faut partager, je pense aussi, le même imaginaire quelque part. On peut pas avoir des opinions radicalement différentes ou avoir des visions du monde trop différentes. On ne peut pas avoir des références trop différentes. Moi, je ne sais pas si, par exemple, si j'ai un dessinateur qui adore Éric Zemmour, je ne suis pas certain de pouvoir bosser avec lui dans la façon dont il va dessiner. Peut-être ça va être formidable, mais ce n'est pas ma came. Je vais arriver avec un peu de méfiance. Donc, avant tout, le peu que j'ai vu, il faut quand même qu'il y ait une rencontre humaine. Et le lecteur doit le sentir. S'il n'y a pas ça, à ce moment-là, c'est des ouvrages de commande. Oui, bien sûr. Je reviens à ma question. Peut-on tout aborder en bande dessinée? Oui, on peut tout aborder. Oui. La production actuelle le montre. Hein, tous les thèmes sont abordés. Aujourd'hui, la bande dessinée est un genre à part entière qui aborde tout, de l'humour au thriller, à la BD reportage, absolument. Tous les sujets peuvent être abordés en BD aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis bien d'accord avec ça. La seule limite, c'est le lectorat. C'est-à-dire que, absolument. Il faut trouver son public. Et le fait que la BD ait changé, parce que, bon, on dit bande dessinée, mais est-ce que ça ne devient pas une bande zoomée maintenant, pour reprendre certaines expressions? Qu'est-ce que vous en pensez? La bande dessinée a changé? Parce qu'elle a un focal qui est beaucoup plus élevé que ce que pouvait être dessiné à une certaine époque. Maintenant, dans le détail, dans la recherche, dans ce qui est exprimé au niveau d'une bande. Moi, je pense, enfin, pour être un avis très bref, non seulement la bande dessinée a changé, ça on voit, chacun peut trouver ce qu'il aime, mais c'est surtout qu'il y a une surproduction. Oui. Moi, je viens d'un milieu, enfin, moi j'écris des bouquins où je vois où il y a déjà pas mal de surproduction, mais en BD, c'est ahurissant, c'est même monstrueux. Donc, à un moment donné, moi je veux bien, mais on dirait qu'on est dans un univers qui, on fait bosser des dessinateurs, parce que le scénariste, il va pondre son scénario, ça ne lui prend pas le même temps qu'un dessinateur. Un dessinateur va passer plus de temps. Et je pense aux jeunes dessinateurs, mais même à d'autres qui sont moins jeunes. Et vous avez votre album, il arrive en librairie et 2 semaines plus tard, il disparaît. Donc, c'est quelque chose, moi, qui me stupéfie. Quand j'arrive dans ce milieu, je ne pensais pas. Alors, oui, ça change, et oui, c'est en surproduction. Ça fait beaucoup quand même. Il y a une réaction aussi depuis quelques années maintenant chez certains éditeurs de baisser la production parce qu'ils se rendent compte aussi qu'ils ne peuvent plus faire correctement leur boulot. Et donc, et en même temps aussi, vis-à-vis de la paupérisation de certains dessinateurs, parce qu'il faut voir aussi que certains dessinateurs vivent dans la misère. Hein. C'est pas du tout exagéré de le dire. Et donc, les éditeurs se rendent compte, et le confinement l'a surtout leur a fait remarquer, c'est que, en fait, en baissant la production, ils pouvaient mieux accompagner les auteurs, et de la même manière, leurs chiffres ont été augmentés de 30%. Hein, c'est ce que me disent les éditeurs avec lesquels je travaille. Et donc, aujourd'hui, on a tout intérêt à maîtriser la surproduction. Alors, bien sûr, les jeunes éditeurs
ont cette technique qui consiste à en mettre le maximum sur le marché pour pouvoir exister, pour pouvoir dire voilà, moi je fais de la bande dessinée maintenant. Ça a été le cas de Glénat dans les années 80, hein, où il a balancé sur le marché des tas de trucs. Après, il s'est recontenu. Ça a été le cas à un moment donné aussi de Dargaud, qui a fait exactement la même politique, qui n'était pas un jeune éditeur par contre, mais c'est le cas de plein d'autres jeunes éditeurs qui marchent. Ça a été le cas de Delcourt à un moment donné aussi. Delcourt a balancé, et il continue d'ailleurs lui, à balancer énormément de trucs, Soleil pareil. Et donc pour pouvoir exister, ils font ça. Mais en même temps, ils maltraitent leurs auteurs parce qu'on peut pas gagner sa vie quand on fait un tirage à 2000 exemplaires ou à 1000 exemplaires. On ne peut pas gagner sa vie quand on est dessinateur avec un tirage comme celui-là. Par contre, l'éditeur, lui, gagne sa vie. C'est-à-dire qu'il paupérise les auteurs, mais en même temps, lui, il n'en est pas du tout des bénéficiaires. Hein, et au contraire, plus il y a de bouquins qui sortent, mieux c'est pour lui. Il marge sur la totalité. Et donc, il y a certains éditeurs, comme Le Lombard, par exemple, qui ont cette éthique de diminuer leur production. Oui, il y a eu un phénomène, effectivement, c'était pendant pas mal d'années, tout au long de ces dernières années, c'était d'occuper les linéaires. Hein. Donc, il fallait être présent sur les linéaires dans les librairies. Donc, il y a une surproduction énorme. Hein. On était parvenu à 6 000 nouveautés par an, hein, à peu près. Hein, alors que 20 ans avant, on devait être entre 400 et 600. Donc, c'est à peu près l'augmentation. Avec 6 000 nouveautés par an, il est bien évident qu'on ne peut pas faire vivre la totalité des bouquins. Les bouquins restent, s'il reste une semaine en linéaire, il n'a pas le temps de. Les libraires, leurs linéaires ne sont pas extensibles, donc ils sont obligés de les retirer. Et effectivement, le livre ne vit pas, quoi. Et donc l'auteur ne vit pas. Sachant que quand même, il faut en gros une bonne année pour faire un bon album, je dirais, hein, en gros. Je ne sais pas combien de temps tu mets, toi, François, mais c'est environ une année en moyenne, quoi. Oui, oui, tout à fait. Il faut imaginer qu'à une époque, je parlais comme un vieux routier, mais je ne me sens pas du tout comme ça. Mais quand j'ai commencé à travailler dans les années 80 et à sortir des albums, il fallait imaginer qu'à cette époque-là, il y avait un public qui était un public captif, qui achetait tout, qui arrivait en librairie et qui achetait tout ce qui… Les types, ils ne regardaient même pas ce que c'était, ils prenaient tous les bouquins. Ce qui fait que pour un jeune dessinateur, comme celui que j'étais à l'époque, on savait qu'on pouvait vendre au moins 5000 bouquins, parce qu'il y avait 5000 mecs en France qui achetaient tout. Et donc, on avait déjà un seuil de rentabilité et qui était pour le dessinateur et le scénariste, qui était de ces 5000 bouquins. Et les éditeurs aussi bénéficiaient de ça. Maintenant, c'est plus possible, parce qu'il y a une telle production que ces gars-là, ils ont arrêté d'acheter la totalité. Mais c'était comme ça à cette époque-là. Parce qu'il y a un rapport extrêmement affectif à la bande dessinée. Le lecteur est dans une relation qui est certainement différente de la vidéo, enfin des DVD ou des disques. Il y a une relation presque épidermique et de confusion sentimentale avec l'album qu'on achète. Il faut voir comment certains mecs qui arrivent en librairie vont regarder tous les bouquins pour trouver celui qui lui convient. Et ils vont prendre le bouquin en se disant « Ah non, celui-là, il y a un petit défaut ». Ils le touchent, ils l'ouvrent, ils regardent toutes les pages et ils vont choisir. Et c'est pas un individu séparé, c'est énormément d'individus qui ont ce comportement-là avec le livre. Comme s'ils achetaient un pantalon et qu'ils l'essayaient avant, comme s'ils achetaient une robe à porter. C'est assez étonnant.
Et la différence de relation, Éric, entre un écrivain, roman, je vais dire, et bande dessinée avec justement la production, est-ce que tu le ressens d'une façon totalement différente ou est-ce qu'il y a des similitudes? Ouais, sur le plan financier, oui. Bonne question. Mais non, mais ces salopards de dessinateurs prennent plus, donc c'est normal, on touche moins. Non, Il travaille plus, mais il travaille plus aussi. mais non, 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 ça c'est le mythe, ça. J'avais une question. Personnellement, Plaisante, plaisante, j'aime plaisante. la bande dessinée. Et autant pour le roman, je suis passé sur la tablette parce que je suis un conservateur de mes livres et c'est plus facile quand tu pars en vacances. Mais autant pour la bande dessinée, je reste papier. Qu'est-ce que ça vous fait penser, le phénomène de téléchargement maintenant que l'on voit apparaître, même pour la bande dessinée? Bon, il est minime, hein. Il est minime. Ça marche. La production en téléchargement, elle est de 0, et quelques pourcents. D'accord. Encore une fois, par Ça, une rapport à ce que hérésie, hein, je te le dis franchement. Télécharger une bande dessinée, ça ne me viendrait pas à l'idée. Non, non, mais le c'est numérique en BD, ça marche pas. c'est exactement comme ce que je pouvais dire juste avant, c'est-à-dire qu'il y a une relation qui est charnelle. Le mec, il va sentir la BD. Cette odeur-là fait partie de la lecture. Et il va lire la bande dessinée combien de fois? Il faut imaginer qu'une bande dessinée, elle est lue, je crois, par 5 personnes. Un album est lu par 5 personnes. Donc, il faudrait multiplier par 5 le potentiel de lecture qu'il y a avec une bande dessinée. Et puis une planche, ça se lit en entier, donc il faut la voir dans son intégralité parce que le dessinateur, il a conçu sa planche, il y a mis tout son art dans la structuration de sa page. Et donc, lire sur un smartphone case par case, ça ne correspond plus à l'œuvre, quoi. On dénature l'œuvre, en fait. Alors, il y a quand même des évolutions. Quand on voit par exemple le manga, qui est un autre secteur, la consommation de manga en numérique est beaucoup plus facile, en particulier pour les jeunes générations. Et il y a quelque chose qui va nous tomber sur le coin de la gueule, c'est ce qui vient de la Corée du Sud, où les BD sont produites, mais à échelle industrielle, directement en numérique, pour une consommation sur smartphone. C'est vrai. Donc, la question est pour nous, pour le moment, on n'est pas impacté, mais quid dans quelques années si les jeunes générations s'emparent de ça? Et là, on va changer, si ces jeunes sont formés à ça, dès l'enfance, ou pour la suite. Parce qu'ils seront formatés un peu avec ça. C'est là où il faut être vigilant. Et moi, le corollaire de ça, c'est aussi la formation au bon goût en matière de bande dessinée. Je m'explique. Là, je vais passer pour un réac, mais bon, après tout, hein, on s'en fout. C'est que moi, j'ai biberonné avec des grands. Mais avec des grands, que ce soit des grands en tant qu'auteur, ou des grands en tant que dessin, ou dans le divertissement, peu importe, mais des gens qui avaient une maîtrise du dessin, et qu'ils soient scénaristes ou avec d'autres scénaristes. Or, ça m'a formé quelque part. Et cette formation, je leur dois. C'est comme quand vous faites des gammes, eh ben, vous êtes obligé de faire des gammes avant de jouer du piano. Ben, en tant que lecteur, c'est pareil. Quand plus jeune, vous êtes habitué à du dessin travaillé, à du dessin, mais même quelque chose qui soit très personnel, même atypique, peu importe, vous vous forgez votre esprit, votre imaginaire. Maintenant, ce que je vois, c'est que si vous vous forgez uniquement avec du manga, ça me pose un souci. Non pas que je rejette le manga, parce qu'il y a des choses très très bien, mais si ça prend une part de marché dans le cerveau trop importante, un peu Patrick Lelay, je ne sais pas si vous vous souvenez de Patrick Lelay, ce grand penseur franc-maçon au demeurant, membre de la GLNF, qui dit parler de temps de cerveau disponible. Si votre temps de cerveau de lecteur est uniquement occupé par du manga et d'autres choses, ça va être difficile pour la suite. J'espère me tromper. Le manga est effectivement, de par son format, de par sa structure, est plus adapté au transfert en numérique que la bande dessinée franco-belge. Ça, c'est certain. Non, mais ce qu'il faut aussi se rendre compte, c'est que ce n'est pas du tout le même type de consommation. Quand je suis allé au Japon il y a de ça quelques années, il n'y avait pas encore les tablettes, mais le manga, c'était des espèces de gros paftards de bande dessinée comme ça, qui étaient avec 1 ou 2 cases, parfois par page, et les mecs les lisaient et ils le balançaient. C'est ça.
il y avait des poubelles à manga. Et donc, Ah oui. on est dans une autre conception. Notre conception à nous, qu'on appelle franco-belge, c'est une conception artistique. C'est-à-dire qu'il y a une, deux, trois personnes parfois qui vont réaliser la chose. Alors que là-bas, au Japon ou bien en Corée, on a des équipes. On a des gens qui dépersonnalisent complètement et qui créent une espèce de langage commun avec des grands yeux, avec des petites bouches, et qui fait que une bande dessinée est interchangeable. On peut passer d'un type de héros à un autre type de héros, c'est exactement, ou presque exactement la même chose. Et on n'est pas du tout dans la même conception. Et c'est cette conception, d'une certaine manière, qu'il faut continuer à défendre, la nôtre, c'est-à-dire celle qui consiste à dire c'est un mode d'expression qu'on a porté à l'art. Et il y a toute une histoire qu'il faudrait faire, une histoire artistique qu'il faudrait faire de la bande dessinée. Comment la bande dessinée en est arrivée aujourd'hui? Moi, j'ai pu travailler avec des gens comme J.G., par exemple, qui étaient la génération pas précédente à la mienne. La génération précédente à la mienne, c'est plutôt celle de Giraud, celle de Tardy, mais celle d'avant, c'était celle de J.G., c'était celle de Franquin. Et ces gens-là étaient encore dans l'ambiguïté, c'est-à-dire qu'ils faisaient de la bande dessinée comme pis-aller du monde artistique. J.G., quand il aurait voulu être peintre, et il fallait qu'il gagne sa vie. Comme il n'arrivait pas à gagner sa vie avec la peinture, et il a fait de la bande dessinée. Mais c'était à la fois il faisait du mieux qu'il pouvait, mais c'était quand même un pis-aller. Mais la génération qui est arrivée ensuite, les Giraud, les Mézières, tous ces gens-là, et y compris Franquin, qui est un peu ambigu sur la temporalité, ces gens-là, ils ont pris la bande dessinée fascinés par le travail de gens comme J.G., ils ont pris ce type de bande dessinée, ils se sont dit, putain, c'est tellement beau qu'on puisse faire du dessin. Là, c'est le meilleur moyen pour pouvoir faire du dessin parce qu'on a une voracité de dessin telle que là, ils ont porté beaucoup plus haut que ce qu'on pouvait penser à l'époque du sapeur Camembert ou de Marie-Jacques ou des gens comme ça. Et donc, ils ont commencé à développer la bande dessinée avec Goscinny et Uderzo. Ils ont commencé à développer la bande dessinée sous une forme beaucoup plus ambitieuse, beaucoup plus artistique. Et nous, quand on est arrivé, on a découvert cette manière extrêmement engagée et ambitieuse de faire de la bande dessinée. On voulait faire ça. On voulait faire ce type de bande dessinée-là. Et ça a donné la génération de Métal Hurlant, À Suivre, donc une génération qui s'est dit, ben, on peut encore aller plus loin, on va faire du roman en bande dessinée. Aujourd'hui, on parle bien sûr du roman graphique, mais en fait, le roman graphique, on l'a créé dans les années 80-90, avec les romans À Suivre, avec tout ça, c'est venu de là. Et donc, on a porté successivement une ambition. Aujourd'hui, comme on s'est laissé avoir, il faudrait raconter cet aspect-là. Ça, je pourrais vous le raconter, mais on n'a peut-être pas le temps et je ne veux pas prendre toute la place. Mais comment on s'est laissé enfler par les Japonais? On s'est laissé enfler par les Japonais. Ils ont apporté une industrialisation. Et nous qui sommes maçons, on doit se dire, mais arrêtons cette industrialisation de la pensée. C'est une industrialisation de l'art et de la pensée. Et on doit remettre porter au pinacle notre conception de l'art, parce que c'est celle-là qui est valide. Parce que bientôt, on va rentrer des paramètres dans les ordinateurs japonais ou coréens, ou tout ce qu'on veut. On va rentrer tous les paramètres d'une bonne bande dessinée, et avec les algorithmes, vous allez avoir une bande dessinée qui sera faite par un robot, et qui parlera à des enfants qui seront des robots, qui vont s'identifier à des robots. Et on en finira à ça. C'est évident. C'est évident. On prend ce chemin-là. Qu'on retrouve, je rebondis François sur ce que tu dis, avec le phénomène Netflix. Netflix, quand ils acceptent un scénario maintenant, j'ai lu ça, il y a un dossier spécial, je crois que c'est dans Challenge, le scénario est lu par des gens dont c'est le métier, et ensuite il rentre dans des algorithmes. Et l'algorithme de Netflix va essayer de savoir, alors il y a la case adolescent,
adolescent boutonneur, enfin j'exagère, etc. Et au fur et à mesure, l'algorithme va dire, alors ça c'est un bon scénario, on va l'améliorer, pour avoir une sorte de produit standardisé. Ça m'a effaré, parce que Netflix, c'est worldwide, c'est mondial. Donc, si je comprends bien, c'est un peu ça. On est menacé des deux côtés aussi. Bien sûr, on est le petit village d'Astérix qui est un village de bande dessinée, qui essayons, sans s'en rendre compte, qui essayons de maintenir un état d'esprit très particulier pour raconter des histoires, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, une histoire, c'est pas simplement une construction mentale, c'est existentiel. C'est-à-dire que pendant tout le temps où on va raconter l'histoire, on mélange l'histoire qu'on raconte avec notre existence. C'est une histoire qui doit nous édifier. En tout cas, c'est comme ça que je conçois. Dans l'idéal d'une histoire, une histoire, elle doit être édifiante à la fois pour celui qui l'a fait, comme pour celui qui va la lire. Et donc, en essayant de porter le plus loin possible tous les éléments de cette histoire de façon à ce qu'elle devienne mythologique. Et alors, le problème, c'est la confusion qu'il peut y avoir entre la mythologie et, on va dire, le peuple. Hein, je dirais le dénominateur commun à tous les individus, ce que vont faire les algorithmes, hein, pour trouver la planification d'une histoire qui va faire que tout le monde, ou le plus grand nombre possible, va pouvoir y trouver son compte. Mais finalement, on va avoir affaire qu'à des bégaiements. Les bégaiements qui seront les bégaiements de la même histoire. Il suffit de prendre tous les films américains, on voit les mêmes charpentes narratives. Hein, sauf qu'au lieu que ça soit Bruce Willis, on va mettre Schwarzenegger à la place, on va mettre Denzel Washington ou Richard Gere, et on aura le même scénario avec plutôt un noir, plutôt un chinois, plutôt un machin. Mais finalement, on a la même structure qui est comme si on mangeait le même plat. Hein, c'est comme si on avait le plat du jour et qu'on dit « Ouais, mais j'aime tellement ça que je ne veux plus manger autre chose. » Et donc, j'aime tellement ça, mais vous allez me mettre un petit peu plus de coriandre. Ah ouais, c'est quand même… Mais c'est le même plat. Hein. Il y a quand même aussi Moi, un je ne suis pas phénomène. très inquiet. En fait, je suis pas très inquiet pour la bande dessinée franco-belge parce que, comme tu le disais, François, c'est devenu un art. Et d'ailleurs, la seule preuve en est, c'est que c'est un art qui rentre dans les plus grands musées aujourd'hui. Et donc, c'est quand même une reconnaissance exceptionnelle de ce médium. Hein. Aujourd'hui, il y a des grandes expositions qui se font. Toi-même, tu as eu la chance. Moi, je suis assez fier puisqu'on t'a exposé à Mantes-la-Jolie, au musée de l'Hôtel-Dieu. On a exposé ton œuvre. Donc, voilà, aujourd'hui, la bande dessinée est présente dans les musées. En ce moment, il y a une très belle exposition, j'ai eu la chance de la voir cette semaine, qui s'ouvre au musée Mayol sur Uderzo. Elle est fantastique, cette expo. Voilà, au musée Mayol, quand même. Donc, voilà, donc. La bande dessinée a aussi évolué parce que quand on prend les histoires qui étaient racontées, elles avaient une certaine légèreté, je veux dire, c'était du divertissement pour certains auteurs, pas pour tous. Je ne dis rien l'histoire, mais on a quand même constaté au fil du temps des recherches très poussées sur le sujet que voulait traiter, que ce soit le dessinateur, que ce soit le scénariste, où on retrouve un fond historique, on retrouve un fond géographique dans ses décors, dans ses précisions. On ne dessine pas n'importe quoi. Ce qui est évoqué à la fois ici par François et ce que tu avais évoqué aussi, Eric, le côté japonais ou coréen, on est dans le graphisme bête et méchant, si je peux me permettre cette expression, et on débite. Qu'est-ce que vous en pensez? Là-dessus, alors je fais juste un aparté parce que l'exposition Largowitz, je reprends au musée de Oui, l'économie. absolument, à la cité, La la cité cité de l'économie. Très bonne Mais, expo aussi. moi, j'ai un petit bémol à mettre ça, à mettre en musique parce que moi, je suis donc ancien journaliste au Parisien, presse populaire, s'il en est. Mais objectivement, quand on voit de nos jours la critique BD dans les grands médias, ça se limite à 90% sur les blockbusters ou avec le prix d'Angoulême. Et entendons-nous bien, je ne m'en plains pas. Moi, je m'occupe de l'Argowin, ça me va très bien. Mais
je ne suis pas certain que pour beaucoup, c'est plus le côté phénomène, en disant, voilà, ça marche, que de dire vraiment, la bande dessinée, en termes de culture dans les médias, à sa place récurrente, au même titre que la littérature. Ça, j'en suis absolument pas certain. Il y a encore un vieux truc que j'entends, et je le vois dans les salons du livre, où moi, je vais dans les salons du livre en tant que romancier, donc je suis avec des romanciers, avec des gens dans le milieu littéraire. Ah, vous faites de la BD aussi? Ah ouais, c'est sympathique. Non, mais voilà, et je suis poli quand je dis ça. Donc, il y a encore une forme de condescendance, je trouve, mais qui est liée à des histoires de génération. C'est des générations qui ont encore le pouvoir dans les médias, mais qui, eux, n'ont pas biberonné la bande dessinée. Ça, je l'ai vu. Moi, j'ai eu affaire à des directeurs de la rédaction qui n'avaient pas eu le même parcours que moi en bande dessinée. Ils lisaient pas Pilote à l'époque, quand moi je lisais Pilote. Je parle même pas de Spirou ou Tintin. Pilote, c'était adulte, déjà. On était dans les années, dans les années 60-70, c'était complètement adulte. Mais sauf que ces gens-là, à l'époque, quand ils étaient jeunes, ils ne lisaient pas ça. Ils faisaient partie d'une classe sociale, et cette classe sociale ne lisait pas de la BD, on lisait de la littérature. Résultat des courses, ces gens-là se retrouvent en position maintenant on va dire, de pouvoir dans les médias. Bah pour eux, la bande dessinée, c'est ah ouais, c'est intéressant, ça se vend. Oui, il y a Astérix, il y a Black et Mortimer, il y a des grands noms comme François, il n'y a pas de souci. Mais ça ne va pas plus loin pour certains. Et je connais beaucoup de journalistes qui se battent pour essayer de faire exister la BD, et ça, il faut attendre qu'une génération dégage, je pense. Voilà. Pardon, c'est juste un petit aparté là-dessus. Pour compléter cet aparté, j'ai bien connu le sujet parce que c'est moi qui ai initié les critiques BD dans les Échos, ce qui n'était pas évident. Hein. Oui, j'imagine. Alors évidemment, j'avais commencé par les grands noms, mais ensuite j'ai réussi à imposer des prépublications en été dans les Échos avec tout un programme rédactionnel autour. Et pendant une dizaine d'années, on a prépublié chaque été des albums de bande dessinée dans les Échos. Donc, après, ça repose beaucoup sur la volonté de quelques journalistes, effectivement. Mais il y a une association des critiques et journalistes de BD qui œuvrent beaucoup dans ce sens-là. Alors, je dirais que les choses évoluent quand même parce que il y a des nouvelles générations de directeurs de rédaction qui ont quand même lu de la bande dessinée. Donc, bon voilà, aujourd'hui, tu as des très bonnes critiques de BD dans le Figaro, par exemple. Oui, non, tu as quand même. Oui, mais là, il y a Delcroix, par exemple. Enfin, des gens comme ça. Oui, il y a Olivier Delcroix. Il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Mais honnêtement, je trouve qu'il y a un décalage avec on va dire, avec la chose littéraire. Il y a un trop grand décalage. C'est sûr. Mais il faut il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui déconne fondamentalement. Mais ne serait-ce que même si on ne s'intéresse pas au côté artistique, juste au fait que ça intéresse les gens. Il faut voir les chiffres de vente de l'année dernière en matière de BD, ça a explosé. Et il n'y a pas que Blockbuster, il y a plein de choses. Or ça, on a ce décalage avec les médias. Moi, l'histoire, tu vois, par exemple, on parle souvent, il y a le Festival d'Angoulême, mais on dirait, allez, ok, chaque année, il y a le Festival d'Angoulême, c'est le truc attendu, et puis à part ça, le reste de l'année, ben, ça se délite. Je trouve qu'il y a une marge de progression quand même. Il y a une grande marge de progression. On est certain, oui, oui. Il y a une relation à la honte aussi. Parce que je me souviens d'une fois où on avait, je crois que c'était dans les Échos d'ailleurs, il y avait des tas de capitaines d'industrie qui avaient été interrogés sur leur relation à la bande dessinée. Ils étaient tous des amateurs de bande dessinée. Mais ils ne l'avaient jamais dit. Ils ne le disaient pas parce qu'il y avait une certaine honte à parler de leur... Et donc, ils avaient tous des collections pas possibles de bande dessinée, mais ils gardaient ça pour eux. Et peut-être que c'est toujours cette relation très intime qu'il doit y avoir avec la bande dessinée pour le lecteur. Le lecteur est tellement... c'est presque son truc secret à lui, son jardin secret à lui. Et donc, il n'ose pas trop dire que la bande dessinée, c'est quelque chose qui lui tient très, très à cœur. Et il y a un autre aspect aussi, c'est que la culture bande dessinée a du mal enfin, la culture, le dessin, la manière de raconter une histoire, tout ça manque de système d'appréciation
par ceux qui sont les critiques de la bande dessinée. Je suis toujours étonné par l'indigence qu'il peut y avoir dans les critiques de bande dessinée. On dit, ah ouais, c'est une bonne histoire, et puis elle est bien dessinée. Hein, en gros, c'est à peu près ça. Mais qui est capable de qualifier la différence qu'il y a entre le dessin de Corto Maltese, de Pratt, et celui de Franquin, ou celui de Giroud? Quel journaliste est capable d'aller jusque-là, de dire non seulement le dessin traduit ça, et ça, il y a des moyens de pouvoir pédagogiquement éduquer ces gens-là, sauf qu'ils ne veulent pas. Hein, ils restent rivés sur uniquement la conception littéraire, ou alors ils vont dans les musées et ils vont parler d'une relation sentimentale à un tableau, mais de parler du dessin, savoir mettre des mots sur des dessins, savoir mettre des mots sur une narration, comment a été conduite la narration, parce que quand on est narrateur, on se dit, mais comment je vais faire ma première case? Par où je vais la prendre? Je suis où? Hein, je vais donner à voir quelque chose, j'ai une situation qui va entamer le récit. Où est-ce que je vais mettre ma caméra, hein, si on parle en termes de cinéma? Je la mets au ras du sol. Si je la mets au ras du sol, je suis comme un rat. Je suis un rat qui découvre ce qui se passe. Si je fais un plan d'ensemble, je suis comme un oiseau qui survole un truc et puis qui va plonger pour aller voir ce qui se passe. Si je fais un gros plan, c'est encore autre chose. Et donc, toutes ces manières de raconter une histoire sont des manières essentielles. C'est par là qu'on va capter l'esprit du lecteur. Et donc, ça, il faut en parler, on peut en parler. C'est passionnant. Et ça fait si on n'était pas un art méprisé, parce que je pense qu'on est un art méprisé. Et donc, si on n'était pas méprisé, on accepterait cette manière de voir la bande dessinée, et pas uniquement comme une sorte de nostalgie enfantine. Et à chaque fois, c'est ça. On nous relie directement au monde de l'enfance, mais en infantilisant la bande dessinée. Alors que le monde de l'enfance, c'est un monde essentiel. C'est par là qu'on aborde le monde. Et donc, on devrait être considéré comme un art essentiel et pas comme un art enfantile. Hein. Oui, non, mais pour compléter, je voulais remercier François d'avoir rappelé effectivement qu'il y avait eu des portraits de capitaines d'industrie dans les Échos qui révélaient qu'ils aimaient la bande dessinée, parce que c'est moi qui avais fait l'opération, c'était en 2002, quand on a prépublié en fait un album d'IRS de Desberg et Wranken. C'était la première grande prépublication qu'on avait faite dans le journal. Et effectivement, j'avais demandé, il y avait un portrait tous les jours d'un homme politique, d'un capitaine d'industrie, etc., qui expliquait comment il aimait la BD, etc., etc. Et on avait révélé pas mal de gens avaient accepté de se prêter au jeu, et c'était bien, quoi. Une question qui est posée, c'est qu'à la date d'aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure du numérique, il y a beaucoup de techniques qui évoluent. Est-ce que le côté dessin informatique ou autre change le métier du dessinateur? Ça, c'était une première chose. Et la deuxième qui est aussi, d'où vient votre aspiration et qu'est-ce qui vous fait prendre un sujet ou essayer de le prendre à bras le corps? C'est moi qui dois répondre, là, je pense. Oui, pour le dessin, oui. Pour le dessin, oui. Chacun dans votre domaine. Pourquoi tu n'utilises pas l'ordinateur? Non, je n'ai pas dit utiliser, je dis l'évolution. Est-ce que c'est un facteur? Parce qu'on voit toujours Hergé avec ses crayons, tu parlais d'Hergé, on visite un musée, on voit les esquisses, on voit certains. Est-ce que ce métier, à la date d'aujourd'hui, change ou pas? Quel est ton avis? L'outil n'est pas important. Hein. Au fond, l'outil n'est pas important. Et la fascination pour l'ordinateur,
ça, c'est notre époque. Notre époque est fascinée par ces outils qui sont toutes les machines qu'on peut avoir autour de soi. Et on est presque obligé de les avoir parce que si on ne les a pas, on ne peut pas participer à ce monde. Donc, on est obligé. Moi, je suis obligé d'avoir un ordinateur et je suis obligé aujourd'hui de faire mes corrections de couleurs, alors que je préfère encore l'aquarelle, puisque je travaille à l'aquarelle, et qui est une source beaucoup plus vaste de possibilités qu'une palette d'ordinateur. Les palettes d'ordinateur sont réduites par rapport aux potentialités qu'il y a dans l'aquarelle. Mais aujourd'hui, je suis obligé d'avoir une palette graphique parce que je travaille avec un coloriste qui, lui, travaille sur palette graphique, ce qui fait que si je veux corriger, je suis obligé d'utiliser son outil. Mais c'est par lui que j'ai été obligé d'utiliser cet outil-là. Sinon, moi, je me contente parfaitement de l'aquarelle. Et il faut rappeler aussi que le dessin, c'est quoi? Le dessin, c'est très simple. C'est un support sur lequel on va tracer. C'est simplement ça. Le dessin, peu importe qu'on soit sur une palette, qu'on soit sur… Si on a un support et un moyen de tracer, c'est suffisant pour avoir la possibilité de s'exprimer en dessin. Tout le reste, c'est de la poudre aux yeux. Hein, si on vous fascine pour l'ordinateur, c'est un mode de fascination, mais c'est l'essence même du dessin, c'est simplement ça. Voilà, je ne sais pas si je réponds bien. Oui, non, mais… Il y a quelque chose qui est absolument incroyable, c'est comment on divertit l'esprit. Moi, ça me fascine, ça. La diversion de l'esprit, le divertissement. Comment on va, en utilisant un moyen qui est extrêmement simple, comment on va essayer petit à petit de divertir l'esprit et de l'amener là où il va s'échapper de son mode essentiel. Donc, qu'est-ce qui se passe avec le dessin? Quand vous dessinez, vous essayez d'avoir le trait le plus juste possible. Hein, si je me réfère à ce que je disais sur le langage et sur le langage parlé, j'essaye de trouver les mots les plus justes pour exprimer ma pensée. Le dessin, ça va être exactement ça. Je ne vais pas me donner la possibilité d'avoir recours à un brouillon. Il faut faire le trait le plus juste possible tout de suite. Hein. Avec l'ordinateur, qu'est-ce qu'on a? On a la procrastination. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un dessinateur va faire son trait et se dire bah, je regarderai demain et peut-être que je le changerai demain. Et après-demain, ça sera peut-être encore différent. Et on ne fait jamais le trait juste tout de suite. On le divertit, on divertit l'esprit, sa concentration sur le trait juste. Donc, il y aurait tout un propos à tenir sur qu'est-ce que c'est que le trait juste et comment le traiter tout de suite. Qu'est-ce que c'est que l'intention et la traduction de l'intention. Bon, ça, je vais laisser ça pour un prochain propos, à moins que ça vous intéresse. Mais disons qu'aujourd'hui, le fait de divertir l'esprit sur les fascinations de l'ordinateur, on l'empêche d'être totalement concentré dans un trait et une intention, une justesse de traduction de l'intention par le trait. Et donc d'avoir une sorte de quête de l'esprit, de façon à ce que l'esprit soit totalement homogène avec ce qu'il veut dire. Et ben, le dessin, sur une forme la plus rudimentaire qui est un support papier et un crayon, et ben, vous permet d'avoir accès, ou en tout cas de vous diriger dans cette direction-là. Je ne sais pas si… Qu'est-ce que tu en penses, Eric? Sur ce que vient de dire François, oui, et l'inspiration. Alors, je vais te dire, sur ce que vient de dire François, je m'imagine en tant qu'apprenti et pendant un an fermer ma gueule et écouter. Et toi, Philippe? Et Philippe? Écoute, je pense que François a bien résumé la problématique. J'ajouterais que pour ceux qui apprécient le dessin et qui apprécient de pouvoir voir des belles œuvres, c'est mieux le dessin sur papier. Ça permet de faire des belles expositions. À l'ordinateur, il n'y a plus de traces réelles du travail, quoi. C'est que des tirages. Bon, c'est aussi
une source de revenus en moins pour les dessinateurs. Ils ne peuvent plus vendre de planches. Mais il y a un phénomène qui est le phénomène de la société, c'est la dissolution de l'individu, la dissolution de l'être. À partir du moment où la trace qu'il va laisser va se dissoudre, elle a plus sa raison d'être en elle-même. Faire une trace, laisser une trace de soi avec un bout de papier et tout ça, et de laisser plutôt la virtualité comme on va voir maintenant. Donc, on va donner des œuvres d'art sur clé USB, on va avoir dématérialisé le tout. En fait, c'est la dématérialisation de l'être humain qui est visée derrière. Si on envisage la dégradation de la conception de l'esprit, on s'aperçoit très vite qu'il y a une espèce d'état d'esprit qui veut que l'être humain se dissolve, qu'il n'ait plus sa consistance, et que cette consistance lui échappe en permanence. Ce qu'on parlait tout à l'heure des algorithmes, c'est une manière de faire en sorte que l'être humain n'ait plus lui-même ses propres qualités, exigences qualitatives. Quand il regarde un film, c'est qu'on lui donne des exigences qui ne sont pas les siennes. Et par là même, il est en train de se dissoudre. Mais il ne s'en rend même pas compte. Parce que d'une certaine manière, on lui a donné un divertissement, un plaisir. Et ce plaisir, on pourrait dire, infantile, celui-là, il est infantile. Ce plaisir infantile va participer à son incapacité à pouvoir se ressaisir et à savoir qui il est. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain? Qu'est-ce qu'il vient faire là? Hein, voilà, j'ai encore une fois partir dans des trucs. Non, mais… Tu sais, ce que tu viens de dire, c'est exactement ce qu'on voit maintenant à l'échelle industrielle mondiale, ce que font les réseaux sociaux avec la mise en place de l'outil Story. Une story sur Instagram ou Facebook, non seulement c'est virtuel, c'est-à-dire que tu vas mettre des photos, des vidéos, mais ça ne dure que 24 heures. Après, ça disparaît, ça n'existe plus. Et la story a pris le pas maintenant, même sur le virtuel du réseau social. Donc, on voit dans ton processus de dissolution qu'on arrive maintenant à des degrés de dissolution de plus en plus élaborés. Et c'est marrant, ça m'ouvre des perspectives. Tu vois, là, ce que tu viens de dire, là, pour le coup, ça me fait réfléchir. C'est pas mal de faire des trucs avec des maçons, en fin de compte. Peut-être qu'on… Justement, parce que la vedette peut l'initier. Une question, justement, qu'est-ce qui vous déplaît le plus dans votre métier? Qu'est-ce qui vous déplaît le plus dans votre métier? Et qui veut s'exprimer là? Alors, moi, je vais le dire. Ok, je vais le dire. Ce qui est le plus désagréable dans ce métier, c'est la pression des délais. La pression des délais, c'est quelque chose d'extrêmement pénible à vivre. C'est pas du tout… pour tout le reste, moi, j'ai un plaisir incroyable à continuer à dessiner, à raconter des histoires, essayer de trouver l'histoire la mieux à raconter à quelqu'un. Ça, c'est pour moi sans aucune question. Mais par contre, parfois la pression qu'on met de rendre les couleurs à telle date, parce qu'il y a des gens dans des bureaux qui ont aussi une organisation. Et cette organisation, des fois, elle est extrêmement pesante. Et la plupart du temps, nous, les dessinateurs, je pense que c'est pareil pour vous, les scénaristes, on est obligé de travailler le samedi et le dimanche parce qu'on se dit, il faut que je gagne du temps parce que je vais essayer d'être dans un certain confort par rapport à l'inconfort dans lequel on me met. Voilà. Philippe, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je dirais que c'est parfois le manque de considération de certains éditeurs pour des projets qu'on peut leur soumettre. C'est-à-dire que parfois, j'ai envoyé des projets, tu t'aperçois que certains éditeurs ne les ont même pas lus, ils les refusent sans les avoir lus, quoi. Tu as le sentiment-là. C'est-à-dire qu'on ne te fait aucune remarque sur la qualité du travail, sur l'intérêt du sujet. On te dit non, ce n'est pas intéressant. Voilà, et puis sans autre
sans autre forme de réflexion. Ça, parfois, c'est un peu décevant. Mais quand tu proposes un sujet, et après je laisse la parole à Eric, quand tu proposes un sujet pour rebondir sur ce que tu viens de dire, tu le proposes avec un dessinateur ou c'est un scénario que tu proposes et il y aura un mariage, entre guillemets, avec un dessinateur après? Bon, ça dépend. Ça dépend. Là, je pense particulièrement à un sujet que j'avais proposé à plusieurs éditeurs sur la guerre d'Espagne, qui était proposé avec un dessinateur. Il y avait même des planches en couleur directe qui étaient prêtes. Et j'ai eu le sentiment que certains éditeurs les avaient même pas lus, même pas pris en considération. Voilà, mais bon, ça fait partie du jeu aussi. Voilà. Mais Philippe, si je peux me permettre, je suis au courant de ton projet sur la guerre d'Espagne, parce que j'ai vu passer, mais en fait, tu voulais réhabiliter le général Franco, c'est pour ça que ça a été refusé. Pas tout à fait. Moi, sincèrement, je vais peut-être, là encore un bémol, mais il n'y a rien qui me déplaît, là. Franchement, je, je- je- je trouve que pour le moment, si peut-être le côté le plus déplaisant, c'est en dédicace, vous êtes à côté du dessinateur, et sincèrement, vous voyez qui est la vedette auprès des lecteurs. Bon, ben voilà. Oui, Ils veulent absolument oui, leur dessin. Peut-être une oui, petite oui. bafouille, mais bon, Les- c'est vraiment on est là à côté du. Non, mais je plaisante, mais c'est quand même un métier formidable parce que comme disait un scénariste, mais je ne veux pas le citer, mais je trouve ça très drôle un soir de beuverie, il me dit, tu sais, dans bande dessinée, d'abord il y a bande. Et si tu n'as pas ça, tu n'as rien compris au métier. Je pense que c'est un peu ça. Deux questions. La première, quelle est votre bande dessinée préférée d'une façon générale? Et quelle est la bande dessinée préférée que vous avez produite Ouf. Ouf. ou vous auriez produite? Ouais, que vous auriez aimé faire. Oui, ou faire, comme vous voulez. Allez, Eric. Bon, écoute, alors moi, alors peut-être pas sur mes, parce que je peux pas. Honnêtement, je peux pas répondre à cette question. C'est comme tu préfères ton père ou ta mère, quoi. C'est un peu ça. Le jour, Non, il y en a plein. Moi, non, en revanche, tu vois, par exemple, en maçonnerie, euh, pour moi, alors il y a le triangle secret. J'aurais rêvé d'écrire parce que je trouve il a vraiment apporté quelque chose de nouveau qu'on va avec ça et avec les dessinateurs, naturellement. Il y avait une équipe. Et là, je l'ai senti dans le milieu maçonnique que je côtoie depuis quelques années. Il y a eu un avant, un après. Il a fait rentrer l'imaginaire de plein pied dans la maçonnerie. Et j'ai bien vu au début dans les salons maçonniques, c'est de la bande dessinée, oui, mais c'est de l'imaginaire et tout. Et maintenant, ça y est, c'est reconnu. Bon. Et dans un autre, en maçonnerie, sur un autre plan, moi, je ne vais pas citer nos Marcas parce que ce ne sont pas des récits initiatiques, ce n'est juste que de l'adaptation de romans. Bon, c'est le From Hell d'Alan Moore. Parce que le From Hell d'Alan Moore, j'adore Alan Moore, je considère que c'est un des plus grands, et il a mis le doigt sur quelque chose d'extraordinaire qui ne s'explique pas, mais malheureusement, il y a un côté complotiste là-dessus. C'est-à-dire, en gros, il fait passer le message comme quoi Jacques Léventreur était franc-maçon, ce qui est quand même un peu ballot dans la mesure où c'est complètement faux. Mais je rêverais de voir une bande dessinée maçonnique véritablement initiatique. Véritablement. C'est-à-dire qui s'affranchisse de tout un carcan de narration pour qu'on puisse percevoir, en tant que profane, mais peut-être en tant que maçon, ce qu'est la chose maçonnique, qu'on touche à l'indicible. From Hell me fait participer à l'indicible. Et je trouve qu'en BD maçonnique, pour le moment, c'est trop académique. J'ai lu tout ce qui se passe en maçonnerie parce que j'ai une veille là-dessus. Mais je rêverais à un moment donné qu'il y ait une irruption d'une BD qui casse complètement les règles, où le dessin puisse s'approprier cette chose-là. Mais c'est peut-être un rêve, j'en sais rien. François? En ce qui concerne les bandes dessinées que je préfère, il y en a tellement que je ne peux pas en donner une. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas aller sur une île déserte et prendre un seul bouquin, parce que pour moi, c'est une aberration. Il faudrait que je prenne tous les bouquins qu'il y a là.
tous les bouquins qu'il y a autour de moi, c'est des choses qui m'ont fait aimer la bande dessinée, qui m'ont éduqué, qui m'ont instruit sur ce qu'était la bande dessinée. Et en ce qui concerne les albums que j'ai pu faire, moi, je ne peux pas les choisir non plus. C'est même ceux qui sont un petit peu boiteux. Je suis comme une grand-mère qui aime bien tous ses enfants, même celui qui est un peu handicapé. Donc, je ne peux pas avoir de choix là-dessus. Et puis, il y a la bande dessinée, bien sûr, il y a les auteurs de bande dessinée, mais il y a aussi tous les dessinateurs, les grands dessinateurs, parce que ça soit Ingres, que ça soit Rembrandt, que ça soit des peintres ou des artistes comme ça, c'est des gens qui m'ont aussi énormément influencé. Et il faut d'ailleurs voir que la bande dessinée telle qu'on peut la pratiquer aujourd'hui, c'est tout un transit aussi qui vaut le coup d'être analysé. Comment la bande dessinée d'aujourd'hui est arrivée à être ce qu'elle est aujourd'hui en passant par les Français, par les Belges, par les Américains, qui eux-mêmes étaient passés par les Français. Et donc, il y aurait une sorte de traversée de l'art de la bande dessinée, de l'art du graphisme, à travers, on pourrait dire, les grands peintres européens, comment ces grands peintres européens ont influencé la peinture illustrative américaine, qui a elle-même influencé la bande dessinée américaine. Et cette bande dessinée américaine a influencé des gens comme Uderzo, comme Giger, comme Jacobs. Et pour revenir chez nous, c'est assez hallucinant, c'est presque un mouvement spiralé. On est constamment en train de voir que on s'ensemence les uns les autres en permanence, mais dans ce même mouvement spiralé. Philippe? Bah, oui, moi, je suis un peu comme François, j'ai du mal à citer un auteur en particulier euh, tellement j'ai été influencé. Bon, évidemment, j'ai une tendresse particulière pour Hergé parce que c'est le premier que j'ai lu, donc voilà, mais il y a tellement d'autres dessinateurs qui m'ont inspiré, voilà, et de personnages. Alors, j'ai un personnage quand même que j'aime beaucoup, c'est Léonard de Vinci de François. Son Léonard, Maître Léonard, je l'aime beaucoup. Il me fait beaucoup rire. Voilà, son interprétation. Mais quant aux albums que j'ai faits, ben, je suis comme mes deux confrères, on aime tous ses enfants. Bien Voilà, sûr. donc on n'en rejette aucun. Pour Voilà. rebondir sur Même les si on a propos toujours d'Éric, une petite préférence pour le petit dernier. Bon, voilà. Juste, si vous avez, pour les gens qui participent, L'art invisible de Scott McCloud, C'est excellent. extraordinaire. Moi, on me l'a conseillé quand je me suis mis à la BD, on m'a dit, lis d'abord ça, tu vas voir. Et il parle de l'ensemencement, des techniques, des filiations et tout. C'est vraiment très, très chouette. Honnêtement, quand on aime la bande dessinée, j'ai découvert tardivement, il y a quelques années, et je regrette de ne pas l'avoir lu avant. pour rebondir sur les propos d'Éric concernant la franc-maçonnerie, à ce jour, on constate quoi? C'est que les livres qui traitent de la franc-maçonnerie le traitent d'un côté historique, d'un côté d'un certain nombre de faits de société ou autres. Par contre, rentrer dans le détail, c'est aller un petit peu contre le secret maçonnique. C'est là où on aborde le sujet de l'initiation, on aborde le sujet de la réception. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que pour franchir ce pas, on n'est pas très mûr. Non, mais je pense que la franc-maçonnerie, à la base, il y a un gros malentendu. Je parle en tant que profane, donc je peux y aller, mais vous n'êtes pas le Rotary non plus. Parce que ce que vous mettez en avant, vous parlez de sujets sociétaux, vous faites avancer la société, vous êtes des gens plutôt portés sur l'humanisme, enfin, tout ça, c'est excellent. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce qui se passe dans le temple, il y a aussi la symbolique, il y a les rituels. Et tant qu'il y aura ça, ça durera, mais jusqu'à la fin des temps, cette partie symbolique, rituelle, interdite aux profanes, ça engendrera la fascination ou la répulsion. Ce n'est pas nouveau, déjà au XVIIIe siècle, on avait déjà ça. Que vous l'ayez maintenant, quand j'entends des maçons nous dire on ne nous comprend pas, on projette plein de choses sur nous, mais
mais par essence même, c'est consubstantiel. À partir du moment où vous interdisez à une catégorie de la population de rentrer, il ne faut pas s'étonner que des gens fantasment ou avalent n'importe quelle bêtise là-dessus. Et vous devez toujours être sur ce triangle, c'est-à-dire il y a ce que vous donnez à voir au monde profane, ce que vous êtes réellement, et toute la partie qui est sublimée. Et c'est toujours, on revient toujours à ces trois côtés. Et elle peut être sublimée dans le bon sens, dans le mauvais sens. Sublimée dans le mauvais sens, c'est voir tout ce qui est les histoires d'affairisme, de complot, d'illuminati, de domination du monde. Ça, c'est de la sublimation, mais dans le mauvais sens. Et vous avez une sublimation sur peut-être la symbolique, l'ésotérisme, ce que ça apporte en termes de développement personnel, mais qui vont faire qu'à un moment donné, on va s'arrêter en tant que profane parce qu'on ne pourra pas être initié. Et il y a le réel. Et ce réel-là, ça c'est vous, ça n'appartient qu'à vous. Mais vous l'aurez tout le temps. Tant mieux d'ailleurs. Tant mieux. On ne prête qu'aux riches. Moi, ce que je pense, c'est qu'à partir du moment où il y a un certain nombre de choses qui font qu'on entre et qu'on ait un serment à prêter, on doit respecter ce serment. Et même si on peut savoir des tas de trucs sur la maçonnerie, celui qui a prêté serment de ne pas révéler les secrets maçonniques doit vraiment s'y contenter. Et même pas s'y contenter, c'est une discipline. C'est-à-dire la discipline de savoir garder un secret. Savoir garder un secret, c'est quelque chose qui est personnel à chacun. Et donc, que la maçonnerie et le mouvement initiatique occidental, pratiquement le seul mouvement initiatique occidental, l'initiation n'est pas accordée à tout le monde. L'initiation a des vertus particulières qu'on ne peut pas révéler parce qu'elles sont intimes à toutes les personnes, à chaque personne, à chaque frère qui entre. Et donc, être capable de garder ces choses intimes, ça fait partie de l'esprit maçonnique. Qu'on dise tout ce qu'on veut après sur la maçonnerie par l'extérieur, dans le monde profane, etc. Moi, je m'en fous complètement. Je m'en fous complètement. À condition, bien sûr, qu'on ne soit pas persécuté comme on a persécuté les Juifs ou les francs-maçons à la dernière guerre mondiale. À ces conditions-là. Et encore que même dans ces conditions, la maçonnerie a continué. Il y a des maçons qui prenaient leur tenue dans les camps de concentration, qui faisaient devant les... Donc il y a quelque chose qui, de toute façon, ne peut pas être partagé par le monde profane. Donc si ça n'est pas partagé par le monde profane, il faut arrêter d'en faire quelque chose qui doit être démocratique. La maçonnerie n'est pas démocratique, elle est élective. Et donc, à partir du moment où il y a une élection, d'une certaine manière, il y a un caractère, je ne vais pas dire aristocratique, mais simplement électif. Donc, il y a ceux qui veulent y participer, il y en a ceux qui viennent par curiosité. Et il y a des tas de gens qui viennent, mais il y a des tas de gens aussi qui en partent. Et donc, ceux qui en partent, c'est sans doute ceux qui n'ont pas compris l'essentiel de cet endroit et l'essentiel de l'initiation. Parce qu'aujourd'hui, le thème de l'initiation, il est bazardé dans tous les azimuts. Vous êtes initié au kayak, vous êtes initié au parachutisme, vous êtes initié mais ça ne veut rien dire. Ça n'a rien à voir avec l'initiation maçonnique. Mais bien sûr, comme on galvaude cette expression, n'importe qui se dit il y a une expression que j'adore et pour laquelle j'ai aussi du mépris, c'est je ne vois pas pourquoi. Aujourd'hui, n'importe qui dit je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas être maçon. Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas. Je suis unijambiste et je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas faire de l'alpinisme. Je ne vois pas pourquoi. N'importe qui dit je ne vois pas pourquoi. Et pourtant, nous, on peut voir pourquoi. Celui qui... moi, ça m'est arrivé, je pratique le kendo par ailleurs, et il y a des types qui disaient, on leur disait, voilà, il faut
faut prendre le sabre comme ça. Et il dit, mais je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas le prendre comme ça. Ah, bien sûr, et tu ne vois pas pourquoi. Mais nous, on le voit pourquoi. Tu n'as rien à faire ici. Et donc, va-t'en et va pas commencer à dire le kendo, c'est des connards. Tu ne vois pas pourquoi, ben, tu ne vois pas pourquoi. Eh ben, il y a des tas de gens qui ne voient pas pourquoi ils ne pourraient pas avoir accès à des trucs. Donc, tout le monde doit avoir accès à tout. Non, tout le monde ne doit pas avoir accès à tout. Il y a des endroits particuliers. C'est un peu, Ce que j'ai à dire. un peu le président Giscard d'Estaing qui voulait se faire initier et que La même journée. en maçonnerie, il a demandé à rentrer directement au garde de grand maître. Et oui, par exemple, bien sûr. Et j'espère qu'il n'a pas été accepté, j'espère. Qu'est-ce que tu en penses, Philippe? J'ai rien de particulier à ajouter sur le sujet. Bien, l'heure tourne, donc on va être amené à clôturer, mais comme toute bonne conférence, on demande aux invités qui étaient présents, d'abord, un, on les remercie, et deux, on leur demande quelle va être leur prochaine production, parce que c'est quand même des sujets qui nous intéressent, et là, ce n'est pas mercantile, c'est vraiment parce qu'on a tous hâte, je pense, de vous lire ou de vous posséder en bande dessinée. Quelles sont vos prochaines sorties? C'est surtout la question qui vous a aimé avoir. Je sais pas. Qui parle, qui parle. On va commencer par Eric. Allez, Eric. Non, je laisse la parole aux êtres éclairés, moi, tu sais. Non, bah, en octobre, il y a le prochain Largo Winch, La frontière de la nuit, suivi un mois plus tard du prochain Marcas, où là, c'est Antoine Marcas et retour en franc-maçonnerie. Voilà. Et l'année prochaine, il y a un autre projet BD qui n'a rien à voir avec tout ça, qui sera plus journalistique. Avec Pierre Boisserie et Stéphane Brangier, avec qui nous avions fait les tomes 5 et 6 de la banque, nous allons sortir en janvier le premier tome d'un diptyque qui s'appelle L'or des Belges, qui va raconter comment les nazis se sont emparés de l'or de la Banque nationale belge qui avait été confié à la Banque de France en mai 40. Alors, il y aura pas mal de fiction dedans, mais c'est une très belle aventure qui va nous mener de l'Orient à Dakar et ensuite à travers l'Afrique. Voilà. Voilà. Et puis, parallèlement, je suis en train d'adapter avec une militante syndicale, féministe, etc., ses mémoires sur sa vie dans l'usine de Renault-Flin. Voilà. Que ça paraîtra, je pense, également, soit en toute fin d'année 2022, dans ces eaux-là. Voilà. Et toi, François? Alors moi, j'ai plusieurs trucs. Il y a une exposition qui est actuellement pour laquelle j'ai envie de parler de cette exposition parce qu'elle est importante, pas uniquement pour moi, mais elle est importante pour la liberté d'expression. Puisque j'ai couvert le procès des attentats de janvier 2015, là ici, c'est l'automne dernier, et cette exposition donc, rassemble une partie de ces dessins que j'ai fait, des dessins d'audience, et en même temps aussi, je ne voulais pas rester sur l'aspect un peu, on pourrait dire, tragique de cette expérience et aussi de ce que j'en ai traduit. Et donc, il y a une autre partie de l'exposition qui est avec les dessins d'humour de Charlie. Donc, j'ai rassemblé un maximum de dessinateurs de Charlie. Il y a des dessins de Cabu, donc pour ceux qui étaient dans la tuerie de Charlie, des dessins de Cabu, de Wolinski, de Tinius, de Charles, d'Honoré, et aussi des dessinateurs qui sont Coco aujourd'hui, Juin, Rhys, qui sont ceux qui continuent à fertiliser le journal. Et donc, c'est une exposition qui me semble, pour ceux qui sont soit dans la région ou qui veulent faire le déplacement, une exposition sur cette liberté d'expression qui nous est chère en principe,
Et donc, ça vaut le coup de se déplacer pour voir tous ces dessins d'humour. Parce qu'en même temps aussi, c'est une exposition où on se marre. Donc, ça, c'est important aussi. Elle a lieu à quel endroit, François, s'il te plaît? Elle est à l'Hospice d'Avray, qui est une maison de folie à Tourcoing. Et donc, on a inauguré cette exposition il y a quelques jours. Et c'est pour ça qu'elle Et elle va durer à peu près combien de temps? elle va durer jusque fin juillet. Hein. Et sinon, actuellement, je prépare une autre exposition, puisqu'on parlait tout à l'heure de la bande dessinée qui rentre dans les musées. Et le musée des Beaux-Arts de Lille m'a demandé si je voulais bien faire ce qu'ils appellent un open museum, c'est-à-dire que j'ai le droit de prendre le musée et de le transformer comme j'ai envie, comme je peux. Et donc, ça, c'est une exposition qui va commencer mi-juin prochain. On est en train de fabriquer tous les éléments et en même temps aussi, je fais une donation à ce musée des Beaux-Arts. Je crois que ça sera la première fois que la bande dessinée va rentrer dans un musée national. Il y a eu, bien sûr, à la Bibliothèque nationale, mais dans un musée des Beaux-Arts, je crois que c'est la première fois, d'après ce qu'ils m'ont dit, en tout cas. C'est eux qui le disent, c'est pas moi. Et donc, ça, c'est ce que je prépare là tout de suite. Sinon, j'ai un album qui va sortir en septembre pour la bande dessinée plus éditoriale, et qui est un album que j'ai fait avec un scénariste qui s'appelle Nicolas Juncker, et c'est sur les événements de mai 58, c'est-à-dire le putsch des généraux, un putsch complètement aberrant, manipulé par le général de Gaulle, qui en a profité pour utiliser ce putsch et arriver et se remettre au pouvoir après sa longue traversée du désert de 10 ans. Et donc, c'est une histoire qu'on a racontée sur le mode humoristique, en respectant bien sûr tous les événements, toute la chronologie des événements, et même ce qui s'est dit. Mais l'histoire est tellement ubuesque que ça vaut le coup. Moi, je l'ai découvert un peu mieux en faisant la BD, ce qui fait que je m'en suis à la fois instruit et en même temps réjoui. Et donc, voilà, c'est ça, la prochaine sortie, qui sera en septembre-octobre prochain. D'accord. Bon, écoute, on se permettra dans le journal Masonica de parler de ton exposition de façon à ce que ça incite d'aller la voir et de découvrir toutes ces œuvres qui sont très chères. Ben, écoutez, je voulais vous remercier tous les trois. J'espère que vous avez eu plaisir à ce moment de partage et que ceux qui nous ont écoutés ont aussi trouvé leur salaire, dira-t-on. Mais merci à tous et un bon week-end. Merci. Merci à tous. Merci. Et merci à tous. Et À 2 minutes, Eric. Ça va être 10 minutes, 11h58. Et alors, merci. Et surtout, Merci. Et la prochaine rencontre se fera donc avec Jacques Ravenne et Jacques Gaillon sur le 2 juillet. Alors, c'est un vendredi soir à 18h. Le 2 juillet, sur 20 ans après le Da Vinci Code, qui est devenu le polar ésotérique. Sachant que cet entretien sera mis sur la chaîne YouTube Masonica Bruxelles-Lille, ainsi que sur le site Facebook Masonica, qui quelque part tourne et auquel l'entretien a été publié en direct aussi pour ceux qui le souhaitaient. Ils avaient le lien. Donc, merci à vous trois surtout d'avoir participé. Et nous vous donnons surtout rendez-vous. Alors, il y a Angoulême, il y a Épinal, mais il y a aussi Masonica Lille et Bruxelles. Merci à tous, bon week-end et surtout n'oubliez pas la fête des mères. Merci à tous.